Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur les tensions financières qu'on observe un peu partout dans le monde. Mmh. On va parler du marché obligataire, d'une nouvelle loi américaine sur les stablecoins, Oui, et tout ça en regardant la place que le Bitcoin pourrait prendre comme alternative. exactement, et pour ça, on se base sur des analyses qui viennent d'une source spécifique, hein, la chaîne YouTube Simply Bitcoin. C'est ça, qui a un point de vue assez marqué, faut le dire. Tout à fait. L'idée, c'est de comprendre leur argumentaire sur une possible sortie du système financier classique en faveur du Bitcoin. Voilà. Donc, on va regarder un peu les signaux de faiblesse du système actuel, puis cette loi, le Genius Act, et enfin, la vision pro-Bitcoin qui est présentée en face. C'est parti. Alors, commençons par les signaux d'alerte. Dans les documents, on trouve des choses assez frappantes. Ah oui. On parle d'un marché obligataire japonais carrément sans acheteur, bidless comme ils disent. Hmm. Oui, ça c'est un terme fort. Ça veut dire plus personne pour acheter la dette japonaise, en gros. C'est ça. Et puis, une enchère du trésor américain qui aurait raté, avec la Fed obligée de racheter ses propres titres. D'accord, ça aussi c'est pas bon signe. Et pour couronner le tout, des avertissements du FMI sur les dépenses américaines qui seraient insoutenables. Ça fait beaucoup, non? Oui, oui, ça fait beaucoup. Et l'interprétation qu'en font ces sources, bah, c'est clair, c'est un stress financier mondial. Carrément. Il parle même d'un risque d'éclatement de la bulle de la dette souveraine. On cite des gens comme Kiyosaki ou Liard qui craignent l'hyperinflation. Ah oui. Et Max Kaisers, lui, il va pas par quatre chemins. Il compare tout le système à un schéma de Ponzi. Ouch. Un autre truc relevé, le rendement du bon du Trésor US à 30 ans, qui a dépassé les 5%, du jamais vu depuis 2007, je crois. C'est ça. Et puis, l'utilisation des lignes de swap de dollars par la Fed, présentées comme des, comment dire, des sauvetages un peu en douce, quoi. Des rustines sur un système qui prend l'eau, si on suit leur logique. Exactement. Bon, et face à ce tableau un peu noir, il y a une réponse qui est mise en avant, le Genius Act. Ah oui, cette fameuse loi. C'est une proposition de loi aux États-Unis pour encadrer les stablecoins. Tu sais, ces cryptos liés au dollar. Oui, je vois bien. Les objectifs affichés, c'est moderniser les paiements, assurer la suprématie du dollar et, point très important, Créer de la demande pour les bons du Trésor. exactement, créer une demande pour la dette américaine. Et apparemment, ça passe assez bien politiquement, malgré quelques oppositions. Oui, c'est intéressant de voir ce soutien bipartisan. Alors, le mécanisme derrière, c'est quoi, en gros? L'idée, c'est que ces stablecoins seraient obligatoirement garantis par de l'argent liquide et des bons du trésor à court terme, D'accord. Donc, les entreprises qui émettent ces stablecoins. deviendraient mécaniquement des acheteurs massifs de dette américaine. Ah oui, je vois. La boucle est bouclée, en quelque sorte. On crée les acheteurs dont le Trésor a besoin. C'est présenté comme ça, oui. Une solution ingénieuse, d'où le nom peut-être Genius Act. Peut-être. Mais il y a une autre lecture, hein. Ah bah oui. Et c'est là qu'intervient la contre-narration, très présente dans nos sources, avec Max Kaiser en figure de proue. Alors, lui, il voit ça comment? Pas du tout comme une solution. Pour lui, c'est une chaîne de faux, une spirale mortelle. Carrément. Il va même jusqu'à parler de cheval de Troie. L'idée, c'est que cette loi, au lieu de sauver le système, Va en fait accélérer la ruée vers le Bitcoin. c'est exactement ça. Parce que les émetteurs de stablecoins, tout en achetant des bons du trésor pour la façade, accumuleraient du bitcoin en douce. C'est une théorie intéressante. Et ça nous amène directement au plaidoyer pour le Bitcoin. Tout à fait. Là, il est vraiment présenté comme la monnaie de la résistance, la réponse logique, par exemple, au taux d'intérêt réel négatif. Oui, On cite Jack Mallers qui dit que même la Chine préfère maintenant l'or ou le Bitcoin au bon du trésor. exactement. Ce qui est mis en avant, c'est son caractère unique, offre limitée, programmée, qui ne dépend pas du prix, contrairement aux matières premières. Ce qui en fait un pari asymétrique. Hmm. C'est ça le terme. C'est ça, le pari le plus asymétrique. On parle aussi de la récente hausse du prix et la prédiction folle de Kaiser à 2,2 millions de dollars. Bon, ça, ce sont des prédictions. Bien sûr, mais l'argumentaire insiste aussi sur le fait qu'on ne pourrait pas arrêter Bitcoin, que c'est une protection contre l'inflation, contrairement à ce que disaient Yellen ou Bernanke. On cite aussi El Salvador, Rand Paul qui voudrait en faire un standard mondial. Exactement. Et un point crucial qui revient tout le temps, la souveraineté. L'importance de détenir soi-même ses clés, self-custody, et de faire tourner son propre nœud, run a node. Ne faire confiance à personne d'autre qu'au code, en gros. C'est l'idée. Bon, si on essaye de résumer un peu ce qu'on a vu dans ces documents, on a d'un côté un système financier traditionnel décrit comme vraiment sous pression, Oui, fragilisé. qui tente une sorte de sauvetage via la tech des stablecoins avec ce Genius Act. Mhm.
Et de l'autre côté, une narration très forte qui dit non, la vraie sortie, l'alternative, c'est le Bitcoin. C'est exactement cette tension qui ressort. Il faut bien sûr rappeler que c'est le prisme de lecture des sources qu'on a analysées. Tout à fait. Et pour finir, peut-être une question pour ouvrir la réflexion. Si on suit cette logique d'affrontement entre le centralisé qui veut durer et le décentralisé qui monte, Oui, quelle pourrait être la prochaine étape? Notamment sur cette question du statut d'actif de réserve mondial. C'est un peu l'enjeu ultime qui est sous-jacent dans tout ça, non? absolument. Qui va gagner cette bataille pour la confiance et la réserve de valeur? C'est une excellente question pour conclure. Merci. Merci à toi. One way to deal with this is obviously raising interest rates to tackle inflation, an obvious move. But what is the answer to this problem then? What can the US Treasury and the Fed do right now to deal with this looming crisis? Well, yeah, raising rates is what Paul Volcker did in 1980 when the debt to GDP ratio was that was a possibility, and it worked after a massive debt raising of interest rates into the 19%, right? But the debt to GDP ratio right now is 10 times at least higher. So that's actually not going to work. There is no solution. That's why people are running into Bitcoin. That's why Bitcoin's worth over $1 trillion now. Why it's going to $10 trillion now is that people are running for the hills. They're getting out of Dodge. They're dumping their US Treasury bonds. They're dumping whatever they can, and they're putting it into Bitcoin. And so Bitcoin, we're going to see Bitcoin be the major winner in this sovereign debt collapse globally. That's how you get to $200,000, $300,000, $400,000 per Bitcoin. Everybody knows it now. Paul Tudor Jones, Stan Druckenmiller, Michael Saylor over at MicroStrategy. They're all openly talking about a speculative attack against the central banks. Borrow at that cheap rate, buy Bitcoin, and let them die. That's what's going on. And Janet Yellen, for one, expects these interest or these inflation levels, rather, to persist until mid-2022. Do you think that's an accurate forecast, or could we see these problems persist into the years after that? Last year, Janet Yellen said the biggest problem was deflation. Then they said, oh, you know what? It's actually inflation. Then they said the inflation was transitory. Now they're saying the inflation is going to be around for a few years. We're at the beginning of a multi-year secular inflation that will last quite a bit of time. We're leaving a 40-year bull market in bonds. It started when Volcker finished his job back in 1980, and Ronald Reagan and Margaret Thatcher came to office, and we've had 40 years of lower interest rates. Well, that's now finished. We're going to have now a multi-year period of rising interest rates. It's going to be worse than the 1970s. We're going to see major defaults across the corporate world. We're going to see sovereign defaults, and we're going to see more countries like El Salvador start to make Bitcoin legal tender to get out, and they're openly mocking the IMF. El Salvador is openly mocking the IMF on Twitter, saying, we're buying Bitcoin, ha. And we're in a completely new era, a new world, a new global standard, as Rand Paul, a senator in America, has called on Bitcoin to be the new global monetary standard. Not the dollar, not gold, Bitcoin. Now he's calling it what it is, a global sovereign debt implosion, and he's placing his bet on Bitcoin hitting 2.2 million, and his conviction has never been shaken. To the Kaiser report. Boy, it feels great to be a Bitcoin millionaire. I'm loving it. 8 months ago, if you recall, on this show and on the Alex Jones show, I said that there would be a major financial catastrophe over the next 9 months, and we've got it. Bitcoin has absolutely triumphed as the dollar has crashed 90% against Bitcoin, as Bitcoin is set to take on the world and root out the banksters, as we sorely need. This isn't